Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis de Live Doctors, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie du docteur Robert Sebag. Bonjour mon cher confrère, c'est un plaisir de vous retrouver, nous nous connaissons depuis de nombreuses années et je suis votre parcours avec un intérêt soutenu depuis tant de temps. Plaisir réciproque. Le docteur Robert Sebag est attaché des hôpitaux à Paris, dans les services de maladies infectieuses et parasitaires à la Pitié-Salpêtrière. Vous êtes vice-président du groupe Sanofi dans le département accès aux médicaments dans les pays du Sud. Vous êtes membre fondateur de ACF, c'est l'Action contre la faim, et vous êtes ancien directeur des opérations internationales de la Croix-Rouge. Votre expérience est grande dans le domaine de la santé et de la santé vers les pays du Sud. Mais vous avez commencé très très tôt cette action de médecine humanitaire. Pourriez-vous nous en parler? Ben vous savez, c'est toujours des circonstances de la vie et à la fin de mes études de médecine à Toulouse, on cherchait un jeune médecin un petit peu fou, un petit peu aventurier. On est dans les années 70, 75. Et donc on n'en trouve pas beaucoup, quelques aventuriers. Puis on avait appris, parce que j'avais fait quelques voyages tout seul en Asie, je suis convoqué par un professeur qui me dit, voilà, on cherche un jeune médecin pour partir en Amérique latine, en Bolivie, pour faire une étude sur les migrations de population des hauts plateaux boliviens vers le sud, avec apparition de nouvelles maladies. C'était l'équipe du professeur Ruffier, professeur au Collège de France. Ben, je dis OK. Et puis on me dit, alors ça c'est une anecdote, on me dit bien entendu, vous parlez espagnol. Je n'avais jamais fait d'espagnol de ma vie, puisque je fais de l'allemand et de l'anglais. Mais j'ai dit, je vais pas perdre une opportunité pareille, c'est au mois de février, pour un départ en juin. Entre-temps, j'apprendrai l'espagnol, ce que j'ai fait. Donc j'ai acheté une méthode à 6000. Et puis, les choses sont très bien passées. Ça m'a permis, si vous voulez, d'avoir une vraie découverte extrêmement concrète des pays du Sud et de la problématique de santé dans les pays du Sud. Je me suis retrouvé dans les basses terres boliviennes, donc pays tropical, auprès de populations qui avaient toujours vécu en altitude. Donc l'altitude les protégeait d'un certain nombre de pathologies. Et là, elles arrivaient et je tombais. C'était à la fois des leishmanioses, du paludisme, des ulcères tropicaux. Et là, j'ai pris conscience, et j'étais très intéressé par la psychiatrie auparavant. Mais si vous voulez, cette prise de conscience du terrain sur les maladies infectieuses a fait que j'ai dit, bon, ma voix est là. Ça a été l'objet de ma thèse. D'ailleurs, ma thèse de doctorat a été faite sur ces études des migrations de population des hauts plateaux boliviens vers les basses terres. Et je crois que ça a été une thèse qui a été saluée parce qu'elle était à la fois médicale, mais elle était aussi anthropologique. Et c'était un petit peu, si vous voulez, le départ de l'anthropologie médicale. Alors, d'autres Vous ne expériences. vous êtes pas arrêté là, je le sais. Non, alors ensuite, si vous voulez, ça a été Israël. Ça a été Israël, alors c'est complètement différent. On n'était plus dans les maladies tropicales, mais c'était la médecine sophistiquée, la médecine anglo-saxonne. Et j'ai tenu, si vous voulez, à faire mon internat en Israël. Et j'ai eu la chance, Toulouse étant jumelée à Tel Aviv, il n'y avait pas d'hôpitaux à Tel Aviv. On m'a dit, vous allez à l'Ashkelon. Donc je suis allé au Merkaz Barzilai, le centre L'hôpital hospitalier Barzilai. Barzilai à Ashkelon. Et donc j'ai passé presque 2 ans. Ça m'a permis non seulement d'apprendre l'hébreu, mais surtout d'apprendre une médecine extrêmement sophistiquée, puisque les jeunes internes en Israël, ils font des opérations d'appendicite, des hernies, des accouchements, de la réanimation. Et j'ai vraiment appris, si vous voulez, le métier de médecin, médecin de base. Alors ça, c'était rajouté, vous voyez, à la médecine infectieuse. Et puis je rentre d'Israël. À l'époque, il y avait le service militaire. Je dis, moi, je peux pas faire mon service militaire dans une caserne. Alors on commençait à me connaître parce que la Bolivie, tout ce que j'avais fait. Et on me dit, voilà, on cherche un médecin un peu aventurier parce que voilà, il y a le Et Vietnam. vous avez changé de continent. Voilà, et c'est la fin de la guerre du Vietnam, on est en 76, 77, et on dit voilà, vous savez, on est une population d'Eurasiens au Vietnam qui ne sont pas reconnus par le régime communiste, et le gouvernement français a décidé au sein du consulat général de France à Ho Chi Minh Ville, Saïgan devenait Ho Chi Minh Ville, de monter un dispensaire pour ces personnes qui ne sont pas pris dans le droit de la santé vietnamienne. Eh ben, je dis, bon, oui, très bien, j'avais vécu étudiant contre la guerre au Vietnam, aller au Vietnam, j'ai été déçu par rapport à ce que j'ai trouvé du régime communiste. Et donc j'ai passé 2 ans. Là, j'ai passé 2 ans qui ont complètement modifié, si vous voulez, les choix de vie qui se sont présentés ensuite, parce que là, c'était le monde, l'Amérique latine, Israël, le Vietnam. Et là, j'ai dit, bon, mais je peux plus mettre ma plaque. Je pourrais plus être un médecin lambda. Je n'ai rien contre les médecins lambda. Vous aviez d'ailleurs pratiqué la médecine J'avais générale à pratiqué Toulouse. à Toulouse, où j'ai fait un long remplacement chez un médecin de ville. Donc voilà, j'avais touché un petit peu, c'était un peu l'éclectisme de ma personnalité qui fait que j'aime bien toucher à un certain nombre de choses. Et donc, voilà, donc si vous voulez, un certain nombre de choses qui fait après, Parce qu'au effectivement, Vietnam, je sais que vous avez vu des choses absolument extraordinaires. ça a été Vous très avez difficile. même vu
un cas de peste bubonique. Alors, c'est le seul L'aviez-vous cas, oui, oui, tout à fait. Mais vous savez, il y a de la peste encore au Vietnam, c'est un pays d'endémie de peste, hein, le fameux Yersinia pestis. Il s'appelle Yersinia parce que c'est Yersin qui a découvert. dit? Et Yersin a travaillé au Vietnam, il était à Dalat, il y a un institut Pasteur à Dalat qui s'appelle Yersin, si ma mémoire est bonne. Et donc, et quand j'ai vu le premier cas de peste bubonique, j'ai pas pensé à mes cours de médecine, j'ai pensé à Albert Camus et le livre La peste. J'ai retrouvé ça. Alors, la peste bubonique se soigne bien. Par contre, il y avait des cas de peste pulmonaire qui sont absolument mortels, avec de nombreux cas de peste pulmonaire. Donc voilà, le Vietnam, ça a enrichi, si vous voulez, l'expérience que j'avais eue en Amérique latine. Et là, j'étais sur différents continents et j'appréhendais un peu le retour, mais voilà. Mais La suite a montré que directeur d'opération de la Croix-Rouge, Action contre la faim, un certain nombre de choses m'a fait revenir un petit peu vers ces pays en voie de développement. quand vous êtes rentré du Vietnam, vous avez enchaîné sur la création d'Action internationale contre la Ben, faim, qui était une des premières ONG originales dans ce champ Ben, d'action. vous savez, c'est toujours les hasards des rencontres. Pourquoi je me retrouve membre fondateur d'Action contre la faim? Je vous rappelle que les membres fondateurs, c'était Bernard-Henri Lévy, Jacques Attali, François Giroud, Guy Sormand, Marek Alter, enfin un certain nombre. Et pourquoi le petit médecin provincial, Robert Sebag, se retrouve dans ces 10 membres fondateurs? Ben, je rencontre par hasard, que je ne le connaissais pas, à Toulouse. Il venait faire une conférence, Bernard-Henri Lévy. Puis je me permets de parler avec lui, j'arrivais juste du Vietnam, donc très choqué par ce que j'avais vécu, et je me permets de lui parler à la fois de l'Amérique du Sud, parce que j'avais été au Chili, c'était au Chili sous Pinochet, et je lui ai dit qu'il était souvent utilisé comme anti-stalinien, que ça me faisait un petit peu mal qu'il soit utilisé par l'extrême droite chilienne, mais que j'arrivais aussi du Vietnam, et qu'il y avait un petit peu les... Il me dit, comment vous arrivez du Vietnam? On peut aller au Vietnam, et c'est intéressant, appelez-moi, parce que je l'appelle, je vais essayer un petit peu de résumer, et il me dit, voilà, vous êtes médecin, nous on est des intellectuels, des financiers, des journalistes, mais on ne connaît pas vraiment le terrain, on veut créer une ONG qui est devenue une extrêmement grande organisation non gouvernementale, Action internationale contre la faim à l'époque, et donc je rejoins le groupe fondateur, et comme j'étais très disponible, j'ai fait beaucoup de missions, en particulier en Afghanistan, mais comme vous pouvez le voir, je ressemble pas mal aux Afghans, et donc j'ai pu rentrer en Afghanistan déguisé en Afghan pour faire un certain nombre de missions. Ensuite, après ICF, vous allez travailler à la Croix-Rouge. Et là, Oui, c'est mais encore entre-temps, je plus clair. travaille dans l'industrie, je m'occupe de fondations sur l'Afrique. Et puis, il y a un moment où j'ai dit, je veux vraiment avoir une activité plein temps humanitaire. Et le professeur Gentilini, qui était aussi mon patron à l'hôpital, est nommé président de la Croix-Rouge. Et il me dit, voilà, je veux un gros département, je veux créer un département international sur les opérations internationales de la Croix-Rouge. Robert, on va créer ça ensemble. Et donc, je rentre à la Croix-Rouge, j'y passe 4 ans, absolument passionnant, très difficile, en sachant que je n'allais pas y passer ma vie parce que c'est à la fois dangereux, très prenant, et quand vous avez des enfants, vous posez un certain nombre de questions. Et là, je me suis occupé des programmes FARC en Colombie, du SAMU de Phnom Penh, du tremblement de terre en Turquie, du cyclone Mitch en Amérique centrale, enfin toutes les catastrophes naturelles et de guerre qui peuvent exister dans ces pays. Donc ça, c'était une expérience passionnante. Et puis après, un retour vers l'industrie, tout en gardant mon poste hospitalier, parce que ça, c'est mon ADN, hein, Donc, vous êtes l'ADN de médecin. toujours Et resté dans ce au moment où je cadre-là. vous parle, mon cher confrère, j'ai toujours une journée par semaine dédiée aux maladies infectieuses dans ce département, la Pitié-Salpêtrière. Créé par le professeur Gentilini. Oui, un Enfin, créé, en grand. tout cas, dont il a Enfin, été, c'est lui qui il m'avait a fait été le venir à phare, l'époque, quoi. voilà. Très bien. J'ai commencé en 80, pour être précis. Et aujourd'hui, vous êtes vice-président de Sanofi. Alors, si vous voulez, Sanofi est une grosse entreprise pharmaceutique, très très présente dans les pays du Sud, et avec un président à sa tête dans les années 2000, après une grosse fusion entre Sanofi, Saint-Labo, Aventis, enfin, des gros regroupements d'entreprises. Et il a dit, voilà, nous avons une taille suffisante aujourd'hui, j'aimerais faire quelque chose dans les pays du Sud. Il y a un vrai décalage, il y a un vrai fossé entre le Nord et le Sud, en particulier sur l'accès. Donc voilà, vous avez une expertise. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter l'accès aux médicaments dans un certain nombre de domaines avec un modèle économique particulier? C'est pas une fondation, c'est un département au sein de l'entreprise. Et donc, j'ai étudié ça, et puis quelques temps après, j'ai dit, voilà, écoutez, Monsieur le Président, on peut faire un département 100% dédié à ça, en fonction du savoir-faire de l'entreprise, de son histoire, de sa présence géographique, de son portefeuille en termes de recherche. Je dis, voilà, les domaines dans lesquels on pourrait travailler, où il y a des besoins, c'est le paludisme, la tuberculose, les maladies tropicales négligées, parmi lesquelles la maladie du sommeil, les leishmanioses, l'ulcère de Buruli, les filarioses lymphatiques, la maladie de Chagas,
Mais j'ai dit, il y a aussi des maladies chroniques dans les pays du Sud, en particulier l'épilepsie et la santé mentale, dont personne ne s'occupe, où il y a une vraie stigmatisation des populations. Et donc, il a dit banco. Et on a créé ce département il y a une douzaine d'années, et qui marche bien, des chiffres assez impressionnants, qui facilitent l'accès avec une modification du modèle économique. Et qui est devenu un des phares d'ailleurs de Sanofi. Écoutez, j'espère. C'est pas moi de le dire. Je vous le confirme. Docteur Sebag, compte tenu de votre expérience, qui, on le voit, est conséquente, quelle est votre vision de la santé mondiale? Si vous voulez, il y a un fossé énorme. Je crois qu'il ne faut pas se cacher. Il y a un fossé énorme entre le Nord et le Sud. Il y a un fossé énorme parce que les moyens techniques existent. Pour la plupart des choses, je ne vais pas faire la liste de tous les besoins, de toutes les maladies, mais il y a un problème d'accès. Il y a un problème d'accès, avec des conséquences économiques, politiques, ce que vous voulez. Mais quand vous regardez un petit peu... Et le sida a ouvert un petit peu la porte à cette prise de conscience. Il y a vraiment quelque chose à faire. Il n'est plus acceptable dans un monde globalisé aujourd'hui, monde globalisé de l'information, d'Internet. Pourquoi ce petit garçon qui est né en Éthiopie, il n'aurait pas accès aux médicaments qui existent à Paris, à New York ou à Tokyo? Et donc, si vous voulez, il y a une revendication réelle de ces gens. Et ce qu'il faut arriver à faire, si vous voulez, c'est que tous les acteurs, il y a eu beaucoup de polémiques, les gentils d'un côté, les ONG, les méchants, les entreprises, les politiques. Aujourd'hui, si vous voulez, chacun doit apporter sa pierre. Et si on veut combler ce fossé qui est énorme, on pourrait revenir domaine par domaine entre le Nord et le Sud, tous les acteurs de la santé. Quand je dis tous les acteurs, c'est certes les industriels, c'est les professeurs de médecine, c'est les populations, c'est les politiques, c'est les universités, c'est les chercheurs qui doivent travailler ensemble. On n'a plus le droit aujourd'hui. On n'a plus le droit, si vous voulez. C'est moralement, éthiquement inacceptable. Et quand on voit un certain nombre de paramètres de santé publique, on ne peut plus accepter ça. Donc ma vision, elle est, si vous voulez, pour essayer de regrouper. Alors il y a des nouveaux acteurs, les fondations Gates, les organisations internationales, United, Fondation Clinton, Carlos Slim, mais c'est tous ensemble qu'on doit travailler. Et c'est pour ça que la notion de partenariat sur cette prise de conscience des problèmes de santé mondiale, elle est fondamentale. Aucune entité seule, les entreprises, les médecins, les politiques ne pourront réussir à vaincre, si vous voulez, ce problème, à combler ce fossé. Donc c'est tous ensemble. Et là, c'est un travail vraiment de prise de conscience, de plaider. Hein, les anglo-saxons appellent ça l'advocacy, si vous voulez, de plaider pour que tous ces spécialistes travaillent ensemble. Vous avez eu à approcher, à traiter un grand nombre de maladies, et de maladies infectieuses, parasitaires, qui sont aujourd'hui des pandémies. La première d'entre elles, dont on parle, c'est le sida. Quelle est aujourd'hui votre vision et votre manière d'approcher cette affection? Voilà. D'abord, il faut savoir que dans le service dans lequel je travaille, dès le début des années 80, on a eu les premiers cas de sida. On ne comprenait rien. On avait des gens en particulier qui arrivaient d'Afrique. Pourquoi ils arrivaient dans notre service? Parce que les complications, si vous voulez, liées à cette maladie, les complications liées à cette maladie sont surtout des infections, et des infections souvent parasitaires, et beaucoup d'Africains. Et on voyait des gens mourir sans système immunitaire, c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus de système de défense, avec des choses qu'on ne voyait plus. On a vu des écrouelles, comme au Moyen-Âge sur la tuberculose, des abcès du cerveau, des choses absolument horribles. On avait une population parfois à la fois africaine, et puis on a eu beaucoup de personnes qui avaient une vie sexuelle particulière, qui étaient homosexuels, toxicomanes. On n'avait rien. On ne savait même pas qu'elle était due à un virus. Et on avait plusieurs morts par semaine. Puis la chose est montée très très vite, si vous voulez. Et d'ailleurs, juste une anecdote, c'est que la découverte du virus du sida, le fameux HIV, le VIH, il a été prélevé chez un patient dans le service de la Pitié-Salpêtrière. On a fait une ponction ganglionnaire qu'on a transporté à l'Institut Pasteur, et c'est l'équipe du professeur Sherman et Montagnier qui a découvert ce virus, qu'il a ensuite, alors il y a eu toute une polémique, parce qu'il n'était pas certain de sa découverte, il a envoyé à Gallo aux États-Unis. Bon. Et là, on a eu le virus. Quand on a eu le virus, on avait le test. On pouvait tester les gens. Mais on s'est dit, dès qu'on a eu la découverte du virus, en 83, si ma mémoire est bonne, on a dit, bon, si on a le virus, on va trouver le vaccin très vite, comme la polio, comme la rougeole. Sauf que nous sommes en 2016 aujourd'hui, on n'a toujours pas de vaccin, parce que ce virus est un virus extrêmement complexe, très mutant, qui n'est pas universel, il est différent, il y a ce qu'on appelle des clades, des différentes souches de virus, et on n'a toujours pas ça. Alors c'est vrai que les progrès ont été remarquables.
sur cette maladie. Il y a eu beaucoup de moyens. Et donc, ça a été la découverte de la ZT en 87, les trithérapies en 96. Alors, c'était 25 à 30 comprimés par jour. Et puis, aujourd'hui, on peut traiter avec 1 ou 2 comprimés par jour. Alors, on est sur des rémissions. On ne peut pas parler de guérison. C'est-à-dire que les gens ont une vie quasiment normale, ils récupèrent leur système immunitaire, ils sont faiblement contagieux, je dis parce que le risque zéro, il n'existe pas dans cette maladie, mais ils doivent prendre un traitement à vie. C'est une maladie chronique. Ça, c'est ici, c'est en France. Mais la problématique, oui. Juste pour les gens qui nous suivent, aujourd'hui, on dit que l'espérance de vie d'un patient atteint du sida rejoint l'espérance de vie de quelqu'un qui n'a pas cette maladie. On parle de 80 ans, 85 ans. Vous avez tout à fait raison. Mais ce que vous dites là, c'est quand vous avez un accès à ces traitements antirétroviraux. Et donc là, vous êtes obligé de séparer le nord et le sud. Vous avez un accès aux médicaments et pris en charge par les systèmes de sécurité sociale, les systèmes privés aux États-Unis, en France, dans les pays dits développés, entre guillemets. Mais la problématique du sida, c'est les pays du Sud. Parce que qu'est-ce qui se passe à la fin des années 90? À la fin des années 90, nous avons les moyens techniques. On a la trithérapie. Et puis on découvre, enfin ceux qui ne savaient pas, on découvre la pandémie, en particulier sur le continent africain. Et là, on parle de 30 millions de personnes séropositives qui n'ont pas du tout accès aux soins. Et c'est l'époque où on dit les malades sont au sud et les médicaments sont au nord. Et quand on dit il faut faciliter l'accès de ces médicaments, on dit non, attendez, vous rêvez, c'est pas possible, en Afrique on ne peut pas traiter. Donc en Afrique, les préservatifs et les bandes dessinées et les médicaments au nord. Et là, si vous voulez, il y a une révolte. Et moi j'en parle, c'est extrêmement important à savoir parce que ça a changé complètement le panorama de la santé publique pour le sida et vous allez voir pour d'autres choses. Qu'est-ce qui se passe à la fin des années 90 ? En Afrique du Sud, et c'est le fameux procès de Pretoria. En Afrique du Sud, le gouvernement sud-africain et des associations de patients décident de passer outre la propriété intellectuelle et de dire nous avons dans ce pays 6 millions de personnes séropositives qu'en Afrique du Sud et ils n'ont pas accès aux soins. Pourquoi ils n'ont pas accès? Parce que le coût des traitements antirétroviraux, et c'est le même aujourd'hui, c'est à peu près 1 000 euros par jour, par mois, pardon. Donc 12 000 euros par personne. Quand vous savez qu'en moyenne en Afrique, les dépenses de médicaments, c'est entre 5 et 10 dollars par personne et par an, vous imaginez. Donc on a dit, mais on fait quoi? Et donc, en Afrique du Sud, ils disent, nous on passe outre, on va fabriquer des génériques pour baisser le coût de ces médicaments. Et là-dessus, ce qu'on appelle les big pharma, les grandes industries pharmaceutiques, disent, c'est pas possible, la propriété intellectuelle, ça fait partie des problèmes de l'Organisation mondiale du commerce, vous n'avez pas le droit de faire ça, et ils font un procès. C'est le fameux procès de Pretoria. On fait le procès de Pretoria, et là, mais la presse mondiale, les télévisions, les radios, les journaux disent comment, regardez ces salauds de l'industrie, comment on peut intenter un procès dans un pays où il y a 6 millions de personnes séropositives. Et là, si vous voulez, les industriels se rendent compte de leur erreur, leur faute, j'ai envie de dire de leur faute, et ils retirent le procès. Là, ils se rendent compte qu'on ne peut pas aller contre une opinion mondiale. Et là, il y a une cascade d'événements qui se passent. C'est d'abord la prise de conscience de ce qui se passe sur le continent africain avec le sida. Et là, les politiques s'emparent du sujet. Première réunion du G7 2000, Okinawa, si ma mémoire est bonne, 2001 à Gênes en Italie, et on dit on ne peut pas laisser les pays du Sud sans accès alors que les moyens techniques existent. C'est la création du Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. Pour la première fois, les pays les plus riches du monde décident de s'intéresser aux problèmes de santé dans les pays du Sud et mettent de l'argent, ils mettent des milliards. Sur un fonds? Le fonds mondial qui existe aujourd'hui, qui est basé à Genève et qui va faciliter l'accès, si vous voulez, aux soins pour ces populations dans les 3 maladies que je vais citer, sida, tuberculose et paludisme. Question, mais quid de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, dans le schéma que vous tracez? L'OMS, si vous voulez, elle fixe des lignes. L'OMS, elle dit, voilà, il y a telle épidémie dans tel pays, voilà quelles sont les guidelines, les mesures qu'il faut prendre, mais elle n'a pas les moyens. C'est pas elle. Là, il fallait de l'argent. Mais en quoi c'est important? C'est que vous n'avez plus aujourd'hui une réunion internationale type G7, G8, G20, ce que vous voulez, sans qu'un problème de santé publique ne soit posé. C'est devenu central au niveau des relations internationales. Et là, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez une cascade d'événements. Donc, je vous dis création du Fonds mondial. Ensuite, l'Organisation mondiale du commerce, accord de Doha, l'accord ATPIC, 2004, dit on ne peut pas laisser le problème de la propriété intellectuelle. Et il déclare, en cas d'urgence sanitaire, le sida en est une,
on peut passer outre la propriété intellectuelle et on crée la notion de licence volontaire, de licence obligatoire pour passer outre cette propriété intellectuelle. Première chose. Deuxième chose, apparition d'acteurs privés. Alors le premier, il faut le citer, c'est la Fondation Gates. Qu'est-ce qu'il fait, M. Gates, qui a gagné beaucoup, beaucoup d'argent avec Microsoft? Il décide, de sa propre poche, de son propre argent personnel, de mettre 30 milliards de dollars sur la table pour créer la Fondation Bill et Melinda Gates. Un an et demi après, M. Warren Buffett, grand financier, arrive et dit « Moi, je mets 37 milliards de dollars ». Donc, vous avez une fondation privée avec un capital, une dotation initiale de presque 70 milliards de dollars. Je dis bien milliards. Cet argent, il n'est pas utilisé. Cet argent, il est placé et il rapporte. Et il rapporte, en fonction des années, entre 3 et 4 milliards de dollars par an, qui est à peu près le budget de la Fondation Gates. Alors, juste pour vous donner une ordre de grandeur, le budget de l'OMS, vous avez cité l'Organisation mondiale de la santé, c'est à peu près 1 milliard. Donc, vous avez une fondation privée avec un budget 2 à 3 fois supérieur à celui de l'OMS. Et derrière, la Fondation Clinton qui fait des choses, M. Carlos Slim, milliardaire mexicain, a aussi. Et donc, il y a tous ces acteurs privés. Et la santé publique est devenue un problème majeur et qui améliore, si vous voulez, l'accès. Alors, ça va dans le domaine de la vaccination, pas simplement du sida. Mais le sida était un petit peu. Puis, vous avez United. Plusieurs années après, à l'initiative de la France, de la Norvège, du Brésil, on décide de dire, voilà, sur les billets d'avion, on va prendre une taxe. Et cette taxe, dont le président était M. Philippe Douste-Blazy, qui était ministre des Affaires étrangères et de la Santé, avec l'aide du président Chirac à l'époque. Et donc, ça rapporte à peu près entre 350 et 400 millions d'euros par an, là aussi, pour l'accès aux soins sur le sida, la tuberculose et le paludisme, en particulier chez les enfants. Donc, vous voyez, ça a changé le panorama. Et c'est le sida qui a fait prendre conscience un petit peu de ce qui existe dans les pays du Sud. Alors bon, ça a été sur les maladies infectieuses. Après, on a dit, attendez, d'accord, le sida, le paludisme, attendez, il y a des maladies tropicales négligées. Et c'est là où... Vous faites quoi sur la maladie du sommeil? Vous faites quoi sur Chagas en Amérique du Sud? Et puis après, on dit, attendez, mais vous oubliez qu'il y a des maladies chroniques aussi. Il y a du diabète dans les pays du Sud. Il y a des maladies cardiovasculaires. Et la santé mentale? Personne s'en occupe. C'est 1% des risques. Et quand vous êtes épileptique ou schizophrène dans un pays d'Afrique, vous êtes exclu. Parce que pour les personnes, ce n'est pas une maladie. Vous êtes habité par un esprit, il y a quelque chose de surnaturel. Et si vous avez assisté, mon cher confrère, à une crise d'épilepsie, c'est très impressionnant. Donc, au fin fond de l'Afrique, dans des villages, c'est 1% de la population, quand il voit une crise d'épilepsie, il est habité, il a le diable en lui, exclu, et parfois on les tue. Et donc, on a dit, il faut prendre ça aussi. Et ça, c'est de l'information, de l'éducation, de la communication. En fait, docteur Sebag, tout ce que vous voulez nous dire rejoint la vision du jeune médecin que vous aviez, les espérances du jeune médecin que vous étiez. C'est quoi la motivation d'un médecin? Pourquoi vous devenez médecin? Pourquoi vous êtes médecin? Parce qu'on vous avez d'apporter quelque chose. Vous voulez donner un sens à votre vie. Servir, mais vous voulez donner un sens à votre vie. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de métiers qui peuvent apporter un sens à une vie, mais c'est vrai que la médecine, vous avez un résultat immédiat. Et quand vous avez, si vous voulez, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que on a les moyens techniques aujourd'hui. Ils ne sont pas parfaits. Et ce qui me gêne, c'est qu'il n'y a pas accès pour tout le monde à ces moyens. Et là, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable éthiquement, si vous voulez. Et c'est pour ça que les choses évoluent. Les choses évoluent. Et vous savez, la santé, c'est universel. Vous allez toujours avoir un accès aux populations si vous parlez de santé. Parce que ce soit que vous alliez en Papouasie-Nouvelle-Guinée, que vous allez dans des tribus en Amérique latine ou en Afrique, une mère, elle veut quoi? Elle veut quoi pour son enfant? Elle veut qu'il mange, elle veut qu'il soit éduqué si l'éducation joue un rôle important, mais elle veut surtout la santé. Donc vous êtes sur une valeur universelle, la santé. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Moi, j'ai beaucoup de missions humanitaires, comme on vous l'avez rappelé. Je veux dire, c'est insupportable. C'est insupportable. Si vous dites, mais moi, j'ai tous les antibiotiques, on les jette, les gens, dans les pharmacies, il y a des surplus, et puis là, ils n'ont rien. Alors qu'on les a, on pourrait le faire. Et donc, c'est parfois révoltant. Mais la révolte, ça entraîne l'action. Et quand vous êtes révolté, vous agissez. Vous avez agi. Enfin, j'essaye de... Non, vous savez... Alors, attendez. Il y a un mot. Si on doit retenir un seul mot, quand vous faites ce travail, c'est humilité. N'est-ce pas Humilité. N'est-ce pas un des mots du médecin? C'est le mot du médecin parce que, alors on dit sauver une vie suffit à expliquer, mais vous avez beaucoup d'échecs. Si vous me donnez le temps, je voudrais juste vous raconter mon premier contact dans les pays du Sud. Donc je suis envoyé en Amérique du Sud, on en a parlé tout à l'heure, en Bolivie. Donc j'arrive,
jeune médecin, j'ai tous les moyens, j'ai des médicaments, je vais leur montrer un peu, je vais soigner tout le monde. Et puis j'arrive 3 jours après, j'ai un petit village, et en voiture avec mon équipe, Aymara et Quechua, population indienne, une dame m'amène un petit bébé dans ses bras. Je vois le bébé, déshydratation totale, quasiment dans le coma. Ah, pas de problème, je la prends dans mon dispensaire, je la perfuse immédiatement, on va lui donner à boire, ne vous inquiétez pas madame. Non, réticence, c'est qui ces blancs qui arrivent? Je comprends pas, alors j'insiste, je dis attendez, elle va mourir. Il me dit non, elle est allaitée. Et je vois, la mère n'avait plus de lait. Et l'enfant était en déshydratation. Tout le village était autour, il regardait le médecin blanc qui était là. Et là, je supplie, je crie, je dis donnez-moi l'enfant. Elle cède, l'enfant va monter dans la voiture avec la mère, et au moment où elle monte, la population dit en espagnol, parce que je veux vous le dire, le mot est fort, elle dit chupa sangre. Ça veut dire ce sont des suceurs de sang, en parlant de nous. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on était en mission, à la fois humanitaire mais scientifique, on faisait des prélèvements pour étudier un certain nombre de paramètres biologiques. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'avait pas préparé ces populations, on ne leur avait pas expliqué ce qu'on venait faire. Qu'a fait la mère quand on a dit ça? Elle a sorti l'enfant, elle n'est pas montée avec l'enfant, et l'enfant est morte. Et moi, ça a été terrible. Je suis rentré au dispensaire, j'étais fou. J'ai dit, c'est pas possible. Mais j'ai appris. J'ai appris qu'on n'arrive pas comme ça en disant, je suis le plus fort, j'ai tous les médicaments. Ça demande, il faut expliquer aux gens ce qu'on vient faire, ce qu'on leur apporte. Sinon, vous êtes vécu comme un corps étranger. Être un corps étranger dans une société, c'est dramatique. Donc, vous voyez, pourquoi je dis humilité? Parce que vous avez beaucoup d'échecs. Il y a beaucoup d'échecs et les échecs, ils vous apprennent les choses. Faut pas dire, je suis le plus beau, machin, médecin sans frontières. Non. La réalité, elle est complexe. Il n'y a rien de plus complexe que la santé publique. Il n'y a rien de plus complexe que la santé publique. Il faut s'en donner les moyens, mais il faut en être conscient. Et ça, c'est vrai qu'avec l'expérience, vous apprenez par ces échecs. Et c'est un échec qui m'a marqué profondément et qui m'a rendu vraiment humble. Dans votre expérience de médecin tropicaliste, parasitaire, spécialité que nous partageons d'ailleurs, nous sommes parfois confrontés à une maladie étrange qui s'appelle la dengue. Je sais que vous en avez rencontré plusieurs et que vous en avez soigné. Je l'ai attrapé, mon cher ami. Ah, je l'ignorais. Pendant mon séjour au Vietnam, j'ai eu une dengue extrêmement sévère. Alors d'abord, je dis que la dengue, ça s'écrit D-E-N-G-U-E. J'allais le préciser, mais... C'est une maladie virale, c'est un virus. Il y a 4 types de virus. 1, 2, 3 et 4. Ça fait partie de la famille des flavirus, pour être extrêmement précis. Et c'est une maladie qui est transmise par un moustique du type Aedes. Aedes albopictus et Aedes aegypti. C'est une maladie, si vous voulez, qui est relativement bénigne chez l'adulte. Elle entraîne une fièvre importante, ça je peux en témoigner, quelques douleurs articulaires, des douleurs rétro-orbitaires, c'est-à-dire derrière les yeux, qui peuvent être fortes. Mais elle peut être très dangereuse chez les enfants puisqu'elle entraîne des fièvres hémorragiques. Alors cette C'est maladie... extrêmement fréquent sur le plan de la prévalence. Ah oui, On a non, des chiffres très chez les importants. enfants, oui, bien sûr. Et donc, si vous voulez, cette maladie, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traitement médical. Et donc, on a dit, il faut prévenir cette maladie. Et quand on parle de prévention, on parle de vaccin. Et il y a à peu près entre 15 et 20 ans que les chercheurs se sont mis à travailler pour avoir disponible un vaccin contre cette maladie, contre la dengue. Les Thaïlandais, l'université Mahibol en Thaïlande a été extrêmement brillante là-dessus, avec une entreprise française qui est Sanofi Pasteur, du groupe Sanofi. Et il a fallu 20 ans pour avoir un vaccin qui existe aujourd'hui, qui s'appelle Dengvaxia, un vaccin très sophistiqué. C'est-à-dire que pour pouvoir être actif, il faut être efficace sur les 4 souches. 1, 2, 3 et 4. Donc, si vous voulez, ce qu'ils ont fait au niveau technique, c'est une technique qui s'appelle le Chimerivax. Ils ont pris un virus, vous voyez, c'est très sophistiqué, on est en biotechnologie. On a pris un virus de la fièvre jaune, qu'on a désactivé, parler comme ça. Et sur ce virus, qui est un porteur, qui est le camion, si vous voulez, on a greffé sur l'enveloppe de ce virus de la fièvre jaune les antigènes des 4 souches du virus de la dengue qui transportent et qui entraînent, si vous voulez, une réaction immunitaire et donc la création d'anticorps. Donc ce vaccin, il a été essayé chez des milliers d'enfants en Amérique latine, dans tous les pays d'endémie, et aujourd'hui, bon, il existe, il est sur le marché. Mais il faut s'arrêter un petit peu sur la dengue, parce que là, on va rejoindre, et ça me paraît extrêmement important, c'est le problème du réchauffement climatique. Et pourquoi j'introduis à ce moment-là, en parlant de la dengue, le réchauffement climatique, c'est que jusqu'à maintenant, la dengue, c'est tous les pays de la zone intertropicale, les Caraïbes, une petite partie de l'Afrique, surtout l'Asie du Sud-Est et l'Amérique du Sud, avec des épidémies massives, en Inde également, mais
avec le réchauffement climatique, le vecteur, ce fameux moustique Aedes albopictus, il est arrivé en Europe. Le sud de la France. Il est un peu plus au sud que la France. Il était dans 22 départements il y a quelques temps. Il est dans plus de 30 départements. Et nous avons des cas autochtones de dengue en France. C'est-à-dire que des gens qui n'ont pas bougé, ce n'est pas des voyageurs, puisqu'on avait des voyageurs, des gens qui allaient dans les pays d'endémie et qui revenaient et qui avaient la dengue. Donc des gens qui n'ont pas bougé et qui ont attrapé la dengue. Et ça veut dire, si vous voulez, à partir du moment où le virus existe et que le vecteur existe, vous risquez vous avez une sorte de réactualisation de cette maladie qu'on peut trouver dans des pays où elle était exempte. Et ça, c'est le réchauffement climatique. Et je pourrais vous dire la même chose sur Zika, puisqu'on est sur des vecteurs presque communs. Je pourrais vous dire la même chose sur chikungunya, sur des maladies virales. Et donc, le changement climatique joue un rôle extrêmement important. Alors, j'espère qu'avec ce vaccin, il en arrivera d'autres, on arrivera, si vous voulez, à diminuer la morbidité de cette maladie, mais aussi la mortalité chez les jeunes enfants. Donc, c'est une avancée importante. Ça, ça a été une recherche qui a quand même porté ses fruits. Donc, il n'y a pas de traitement de la dengue. Alors, comment se protéger et protéger son entourage? Non, mais attendez, d'abord, il y a le traitement, les symptômes. Vous avez de la fièvre, on prend du paracétamol, on prend pas d'aspirine parce que ça peut entraîner les troubles de la coagulation. Je vous ai dit qu'il y avait des fièvres hémorragiques. Donc, déjà, faire baisser la fièvre et les douleurs. Puis, on attend les douleurs articulaires. Ça, on l'a déjà eu. Donc, les gens qui l'ont eu. Alors, la question qui peut se poser, si vous voulez, c'est de dire, ceux qui ont eu la dengue, est-ce qu'ils peuvent la réattraper? Alors, si vous avez une dengue type 1 et qu'il y a une épidémie de type 2, non, vous n'êtes pas protégé. Type 3, type 4, pareil. Alors, si vous voulez, donc on traite, mais il y a la protection. Et la protection, vous savez, pardon, elle est relativement simple, c'est de ne pas se faire piquer par les moustiques. Et donc, c'est à la fois des répellents, enfin la plupart du temps, c'est des répellents. Et vous avez remarqué quand vous prenez des vols dans les pays tropicaux, les avions, on passe parce que on a eu des cas, si vous voulez, où le moustique, il peut tenir une dizaine d'heures dans un avion, il arrive à l'aéroport, on a eu un cas de paludisme en France comme ça, il arrive à l'aéroport, il y a quelqu'un qui n'a jamais bougé, puis il se fait piquer, le moustique va mourir après, mais la personne peut avoir le paludisme ou la dengue. Donc protection contre le moustique. Et autre chose, il y a des recherches extrêmement pointues aujourd'hui sur la lutte biologique contre les moustiques, la lutte contre le vecteur. Et donc on essaye, si vous voulez, de stériliser des mâles d'Aedes pour arriver à terme, mais c'est très long en termes de cycle, mais c'est très très prometteur à terme. C'est arriver, si vous voulez, à faire éteindre la race du vecteur Aedes aegypti ou albopictus. Est-ce qu'il y a aussi des mesures de protection locales autour des bouches d'égout, autour des sources d'eau? Alors, si vous voulez, c'est là où il est important de rappeler, mais ça c'est valable pour la dengue et pour d'autres maladies, c'est le médicament seul ou le vaccin seul ne suffit pas. C'est toute la notion d'information, d'éducation et de communication. Et ça, voyez, on a fait des études en Afrique, des études dans des villages reculés du Nord Cameroun. 80% des personnes de ces villages ne connaissaient pas le lien entre le moustique et le paludisme. C'est pareil pour la dengue. Donc comment voulez-vous que les gens se protègent s'ils ne connaissent pas le lien entre le vecteur et la maladie? Donc vous devez expliquer aux populations, c'est très simple. Tous les endroits où vous avez de l'eau, c'est un milieu extrêmement facilitateur pour la croissance des moustiques. Alors, c'est les petits bols sous les plantes, c'est les pneus qui traînent, c'est les flaques d'eau, c'est un certain nombre d'eau. Et ça, il faut l'expliquer aux gens. Et puis, l'utilisation des moustiquaires. Et les moustiquaires, il faut leur dire comment on fait une moustiquaire. Il faut bien la fermer en dessous. Et si elle a des trous, alors le moustique, il se régale, il rentre et il vous pique. Donc, c'est des choses très, très simples, mais qu'il faut expliquer. Vous voyez? Et souvent, ça a été d'ailleurs des erreurs sur les moustiquaires. Juste une anecdote. On a distribué des millions de moustiquaires dans des foyers africains pour lutter contre le paludisme, sans expliquer aux gens comment ils utilisaient. Alors après, on se moquait, on dit ils les utilisent pour aller pêcher comme filet de pêche, pour faire des robes de mariée. Mais ils font ça parce qu'on leur a pas expliqué, parce qu'ils ne savent pas que c'est le moustique qui est responsable. Donc vous voyez, la santé publique, c'est complexe. On dit pas ça, on a le vaccin, c'est bon, on a le médicament. D'abord, comment l'accès, qui le paye, comment on le prescrit, et tout le reste. Le médicament est une petite partie de la solution. Et l'information et la sensibilisation des populations. Extrêmement important. Et là, les politiques jouent un rôle important. Les ONG jouent un rôle important. Parce que c'est elles qui sont en contact des communautés, ce qu'on appelle le bout de la piste. Complètement, les gens qui sont le plus atteints. Dans toutes les affections que nous avons évoquées, il y en a une en particulier qui fait des ravages considérables, c'est le paludisme. Et je sais que vous avez rencontré le paludisme à plusieurs reprises, puisque vous l'avez évoqué. Quelle est aujourd'hui la meilleure manière d'appréhender cette affection? Alors, d'abord, le paludisme, il faut savoir que vous avez à peu près presque 3 milliards de personnes sur la planète
qui vivent avec cette épée de Damoclès du paludisme, les pays intertropicaux. Le paludisme est une maladie parasitaire, on n'est plus comme la dengue sur une maladie virale, c'est un parasite qui est le plasmodium, il en existe plusieurs, falciparum, ovale, malarié, vivax. Alors, le plus dangereux étant le falciparum, parce que le paludisme, ça tue. Le paludisme, ça tue. Transmis par un moustique différent de celui qui transmettait la dengue ou chikungunya ou Zika, c'est le groupe Anophèle, et en particulier l'Anophèle femelle. Alors, le paludisme entraîne des crises extrêmement reconnaissables, les gens qui ont vécu sous les tropiques, des tremblements, une fièvre extrêmement élevée, transpiration, ça peut passer, ça peut revenir, quelques temps après. Mais vous avez des formes sévères, ce qu'on appelle le paludisme neurologique, et là c'est la mort, plusieurs milliers de personnes. Alors, le paludisme aujourd'hui, je vous l'ai dit, 3 milliards de personnes. Vous avez à peu près 600 000 morts par an liés au paludisme. En particulier des enfants et des femmes enceintes, des enfants sous l'âge de 5 ans, qui meurent de paludisme. Et vous avez à peu près 600 à 700 000 crises de paludisme par an. Alors le paludisme, ce n'est pas une fatalité. Il existe aujourd'hui des traitements de la crise, il existe des traitements du paludisme sévère quand il est pris à temps. On a des diagnostics aujourd'hui du paludisme. Le diagnostic se fait maintenant aisément. D'abord, quand vous êtes en pays d'endémie et que vous avez une forte fièvre, vous pensez au paludisme. Mais il y a ce qu'on appelle des tests rapides de diagnostic aujourd'hui, à la minute, qui vous donnent ce diagnostic. Mais le problème, on a un vrai problème avec le paludisme, c'est la capacité du parasite à résister à toutes les entités chimiques. Donc ce qui est efficace aujourd'hui risque, et on sait, demain de ne plus être efficace. Il y a quelques années, nous avons étudié ça à la faculté, il y avait un merveilleux médicament, la chloroquine, un amino 4-quinoléine, la nivaquine, formidable. On en prenait 6 comprimés le premier jour, 5, 4, 3, 2. On tuait la crise, on en prenait un par jour pour se protéger. Sauf que ça s'est mis à résister. Ça a commencé en Asie du Sud-Est. Et il y a une résistance totale aujourd'hui. Toutes les souches de paludisme résistent. Alors on a dit, puis on a eu le fanzidar. Autre molécule sulfamine. Et puis aujourd'hui, les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, c'est l'utilisation d'un extrait d'une plante chinoise, dérivée de l'armoise, qu'ils appellent le qinghaoshu, donc les dérivés de l'artémisinine, qui doit toujours être associé à une deuxième molécule connue pour ses propriétés antipaludiques. Et donc, vous avez l'artéméterluméphantrine, vous avez l'artésunate amodiaquine, vous avez beaucoup... Il y a donc un traitement. Oui, alors vous avez un traitement de la crise. Vous avez un traitement de la crise aujourd'hui. Mais on sait que ce qui est efficace aujourd'hui, et on a des premiers signes de presque résistance en Asie du Sud-Est, ça veut dire que vous avez une course-poursuite entre la capacité du parasite à résister et les nouvelles entités chimiques. Et c'est là où la recherche et l'innovation jouent un rôle extrêmement important. Et on sait que ce qui est actif aujourd'hui sur le paludisme risque de ne pas l'être demain. Ça, c'est quelque chose d'important. Et un autre problème lié au paludisme dans les pays d'Afrique, c'est la contrefaçon des médicaments. Vous avez des faux médicaments, des médicaments contrefaits, qui font que des gens qui pensent se traiter contre le paludisme n'utilisent pas la bonne dose, et ça augmente la capacité de résistance du parasite. Donc le paludisme, aujourd'hui les moyens existent. Je vous ai parlé du Fonds mondial de lutte. Donc il y a un accès aux soins aujourd'hui, il y a un accès au diagnostic. La recherche continue sur le paludisme. Il y a une nette diminution. Quand j'étais il y a plusieurs années, on était à plus d'1 million de morts. On est à un peu plus de 500 000 morts aujourd'hui du paludisme. C'est toujours trop. C'est toujours trop. Mais il y a aussi des méthodes préventives. Alors la prévention pour le paludisme, il y a un médicament, Malarone pour ne pas le citer, qui est une association de proguanine et d'atovoacone, qui permet, le jour du départ, un comprimé par jour, 7 jours au retour, alors qu'avant il fallait traiter pendant 5 à 6 semaines, et qui vous permet d'être protégé, mais c'est une protection 90%. Avec 10%, vous pouvez malgré ce traitement attraper. Disons que ça vous protège. Et puis bien sûr, là aussi, comme pour la dengue, c'est les moustiques. C'est la protection, expliquer que c'est ce moustique qui est responsable de la maladie, et donc se protéger des piqûres de moustiques, et c'est les moustiquaires imprégnés. Alors, moustiquaires, vous voyez ce que c'est? Imprégnées, elles sont imprégnées, ça dure à peu près entre 3 et 4 ans, l'imprégnation de produits anti-moustiques, mais il faut savoir les utiliser, et on explique. Et puis tous les outils sur les plans d'eau, les flaques, etc. Et expliquer tout ça. Et c'est très important. Et la communication sur le paludisme, mon département travaille beaucoup là-dessus, c'est envers les enfants. Pourquoi les enfants? Parce que les enfants, ce sont les meilleurs ambassadeurs.
Les enfants sont très sensibles à ça. Et quand les enfants retournent chez eux, ils disent papa, maman, tu sais, là, il y a de l'eau, il y a le moustique. Le paludisme, c'est le moustique, le méchant. Et on a fait des opérations en Côte d'Ivoire, au Nigeria, où vous avez qui font des pièces de théâtre, ils se déguisent en anophèles, ils parlent de paludisme. Et c'est très, très important. On y arrivera. Et puis le dernier défi sur le paludisme, c'est d'arriver à avoir un vaccin. Et quand nous étions étudiants en médecine, on dit oh, dans 5 ans, nous aurons un vaccin contre le paludisme. On ne dira pas combien d'années, mais il s'en est passé beaucoup. Il existe aujourd'hui, pour la première fois, un vaccin qui a une efficacité de 32%. Mais 32%, ce n'est pas une protection. Ça veut dire que 70%. Mais on a montré qu'il était possible d'entraîner une protection. Donc on travaille beaucoup là-dessus, si vous voulez, parce que le cycle du parasite est extrêmement complexe au sein de l'organisme, au niveau globulaire, au niveau hépatique, vous savez tout ça, les gamétocytes, les schizontes, etc. Et donc aujourd'hui, la recherche, elle se focalise à la fois sur des nouvelles molécules pour affronter la résistance. Cette fameuse lutte. Oui, oui, c'est cette course-poursuite entre la capacité du parasite à résister à de nouvelles entités chimiques et un nouveau vaccin. Nous avons évoqué le sida, nous avons évoqué la dengue, le paludisme, et il y a aujourd'hui une affection qui revient, qu'on croyait quasiment disparue, et je sais que c'est un de vos champs d'action et de réflexion, c'est la tuberculose. Ben, quand j'étais étudiant en médecine, quand nous étions étudiants en médecine, on nous avait dit, vous inquiétez pas, la tuberculose, il y a le BCG, il y a des médicaments aujourd'hui. C'est une affaire de peut-être quelques années, mais on y arrivera. Même pas du tout. Je vous ai dit tout à l'heure que le paludisme, c'est 500 000 morts par an. C'est énorme. La tuberculose, c'est 3 fois plus. C'est 1,5 million de morts par an. La tuberculose, c'est 10 millions de nouveaux cas par an. 10 millions de nouveaux cas par an. La tuberculose, si on la compare au paludisme, le traitement de la crise, 3 jours. La tuberculose, 6 mois. 6 mois. Pendant 2 mois, 4 médicaments. Rifampicine, isoniazide, éthambutol, pyrazinamide. 4 mois, 2 médicaments. Rifampicine, isoniazide. Ça, c'est pour les tuberculoses actives non résistantes. Mais comme pour le paludisme aujourd'hui, on affronte un problème majeur qui est la résistance du fameux bacille de Koch, le BK, qui est responsable. Là, on est sur une bactérie. On a parlé de virus, de parasites. Là, on est sur une maladie bactérienne. Il résiste. Dans 5 à 8% des cas, on a des cas de résistance, de tuberculose résistante. Alors, les anglo-saxons appellent ça MDR, multi-drug resistant, mais vous avez X ultra-drug resistant, vous avez des bacilles qui sont résistants à tous les traitements existants. Donc, c'est la mort, ce qui explique la mort. Et autre, quelle est la répartition de la tuberculose actuellement dans le monde? Alors, la tuberculose dans le monde, alors beaucoup les pays du Sud, énormément, les pays d'Europe de l'Est, mais quand vous parlez de tuberculose, vous êtes obligé de lier à la co-infection avec le virus du sida. C'est vrai que ça a été, et c'est en Afrique, l'infection. On ne meurt pas de sida, on meurt souvent en Afrique de tuberculose. Sans compter aujourd'hui, c'est une maladie de la pauvreté, la tuberculose. C'est une maladie de la promiscuité. C'est une maladie de la migration de population. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Et donc, c'est quoi la tuberculose exactement? La tuberculose, c'est ce germe, le bacille de Koch, qui rentre dans votre organisme et qui va se développer en particulier au niveau pulmonaire, dans la plupart des cas, mais vous avez des tuberculoses osseuses, des tuberculoses vésicales, mais c'est principalement au niveau pulmonaire, donc c'est les fameuses cavernes, si vous voulez, et au bout d'un moment, vous avez une sorte d'épuisement, si vous voulez, d'altération complète de l'état général et aussi du système des fonctions respiratoires, et c'est la mort. Mais vous savez, la tuberculose dans la littérature française et internationale, Adamo Camellia, la Traviata, c'est la tuberculose, on mourait de tuberculose. Et si vous voulez, il y avait ce qu'on appelait les sanatoriums ou les préventoriums, où on emmenait les gens dans la montagne pour qu'ils respirent mieux. On faisait des pneumothorax thérapeutiques pour éviter que le poumon se fatigue. Et puis, il y a eu l'arrivée des antibiotiques en 64, en particulier de la rifampicine, qui a nettement changé. Mais aujourd'hui, on a à la fois ces résistances et la multiplication sur la tuberculose. Mais quand on parle de tuberculose, et ça, on n'en parle pas assez souvent. Là, je vous ai parlé de la tuberculose maladie. Les gens qui sont malades, c'est une maladie très contagieuse. Ils sont contagieux, on doit les soigner. Mais il y a ce qu'on appelle la tuberculose latente. C'est quoi la tuberculose latente? C'est des personnes
qui ont le germe dans leur organisme, qui ne sont pas malades, qui ne sont pas contagieux, qui sont comme vous et moi. Et savez-vous combien il en existe dans le monde? L'Organisation mondiale de la santé considère qu'il y a 2 milliards de personnes qui sont porteurs du germe. Ils sont porteurs du germe de la tuberculose. Et en cas de modification de leur système immunitaire, en cas de co-infection, ils vont passer de la tuberculose latente à la tuberculose maladie. Et les populations à risque, c'est quoi? C'est les personnes porteurs du virus HIV. Altération du système immunitaire et donc risque de tuberculose, on en a parlé tout à l'heure. Ce sont les prisonniers. Ce sont les personnes en contact avec une personne qui a une tuberculose active. C'est aussi les migrants, parce que vous avez une telle modification dans votre vie, de votre organisme, qui sont très très réceptifs. Vous avez aussi les gens qui reçoivent des traitements contre le cancer, qui vont diminuer leur système immunitaire, et donc ils vont moins bien se défendre, ils vont passer là-dessus. C'est extrêmement important. Et si un jour, et ça c'est le défi de la santé publique, si un jour on veut arriver à éliminer la tuberculose, il faut bien sûr traiter les personnes contagieuses de tuberculose active, mais il faut aller traiter le réservoir, parce que le réservoir du germe, il est chez les tuberculoses latentes. Et il y a aujourd'hui, on traite la tuberculose latente. Alors il y a le traitement qui était recommandé par l'OMS, c'était de l'isoniazide tous les jours pendant 9 mois. Il y a aujourd'hui un nouveau médicament qui a été développé, entre autres par Sanofi et le CDC à Atlanta, qui est la rifapentine, qui est une rifamycine à durée d'action beaucoup plus lente. Et ce traitement, une fois par semaine, pendant 3 mois, est supérieur à l'isoniazide tous les jours pendant 9 mois. Donc, on a des moyens aujourd'hui, mais il faut introduire la lutte contre la tuberculose active, bien sûr, et la tuberculose latente dans tous les pays. Et ça concerne à la fois là les pays du Sud et les pays du Nord. Alors, on a parlé des migrants. Pardon, mais les migrants aujourd'hui, on le vit en Europe. C'est quoi l'émigration de population aujourd'hui? C'est plus de 70 millions de personnes qui sont des migrants aujourd'hui. C'est les migrants politiques. Regardez ce qui se passe, la Syrie, l'Irak. Ce sont les migrants économiques, les gens qui fuient des pays pauvres d'Afrique. Et vous avez les migrants climatiques. Et vous avez des migrants climatiques. Aujourd'hui, on peut dire souvent que les migrants économiques et climatiques sont très proches. Et donc, quand vous avez des afflux de migrants mélangés à la population, vous avez un risque majeur de tuberculose. Il faut le savoir et prendre en compte. Et donc, faire des tests. Il y a des diagnostics. Vous savez, même l'intradermoréaction à la tuberculine est extrêmement efficace pour voir si les gens sont porteurs du BK. Donc, c'est quelque chose d'important. Et puis, quand on parle de ces migrants, je vous ai parlé des migrants climatiques, on ne peut pas aujourd'hui échapper à la problématique du réchauffement climatique. Parce qu'il n'y a plus de climato-sceptiques aujourd'hui. Les groupes du GIEC ont montré qu'il y avait des modifications. Il y avait un réchauffement évident du climat. Alors ça implique quoi le réchauffement climatique? Et vous allez voir que ça va faire la synthèse par rapport à toutes les maladies qu'on a abordées. Vous avez des régions du monde, on va prendre le paludisme. On a parlé de la dengue, le moustique est présent dans le sud de la France, réchauffement. Le paludisme. Ben, sur les hauts plateaux boliviens, équatoriens, péruviens, il n'y a pas de paludisme, parce que l'anophèle, au-delà de 2500 mètres d'altitude, elle ne vit pas. Réchauffement climatique, elle vit. Et donc, des populations qui n'avaient pas le paludisme vont avoir le paludisme. Les hauts plateaux éthiopiens, les hauts plateaux autour du Kilimandjaro. Qui étaient préservés. Voilà. Et donc, alors, le seul point positif, c'est que dans certains pays, il fera tellement chaud que l'anophèle ne pourra pas vivre. Mais je pense que la balance, elle est de l'autre côté. Et donc, on peut avoir un retour du paludisme aujourd'hui dans les pays du Maghreb. Rappelez-vous que au XVIIe, XVIe, XVIIe siècle, il y avait du paludisme en Camargue et dans les marais Poitevin. Singapour, il y avait du paludisme, le développement a enlevé le paludisme, mais tout ça peut revenir. Donc tout ça est extrêmement fluctuant. On l'a dit sur la dengue. Mais le changement climatique, c'est autre chose. C'est par exemple le dérèglement climatique, c'est l'augmentation des périodes de pluie, mais c'est l'augmentation des périodes de sécheresse. Quand on parle des augmentations de périodes de pluie, prenez le delta du Brahmapoutre au Bangladesh. Vous avez des inondations massives, donc baisse des récoltes. Et il y a quelque chose qu'on ne dit pas, c'est que quand vous avez des inondations massives, les serpents sortent. Et vous avez des morts par piqûre de serpents. Prenez le delta du Mékong au Vietnam. Envahi, c'est le grenier aride de l'Asie et du pays. S'il est envahi en permanence par l'eau, si vous avez une montée du niveau de la mer liée au réchauffement climatique, salinisation des terres, baisse des récoltes, si vous avez une sécheresse en Afrique, baisse des récoltes, on s'en va, on migre, et on migre avec tout ce que ça implique, en dehors des drames sociaux que vivent les migrants, les noyades, etc., etc.
Donc vous voyez comment quand vous tirez le fil, après on vous parle de la pollution, puis un problème dont on ne parle pas. Vous avez des pays, on les connaît aujourd'hui, je vais vous les citer, qui vont peut-être disparaître. Qui vont disparaître. Maldives, île Marshall, Vanuatu et d'autres. Élévation du niveau de la mer. Alors les Maldives, c'est beau, il y a de beaux hôtels. Je connais bien les Maldives, mais pour un programme que j'avais mené dans ce pays-là, la capitale des Maldives, Malé, c'est un grand cercle. Puis 1 million de population, ils sont là, à fleur d'eau. 50 cm, 1 mètre, et plus de pays. Alors vous imaginez des populations, et il y a des discussions déjà des ministres. Marshall en construit des digues, Vanuatu pareil, par élévation du niveau de la mer. Donc vous imaginez ces populations, ces mères, ces pères, qui ont grandi, c'est leur pays, ils sont nés là. On dit peut-être que dans 5 ans, j'espère jamais, dans 10 ans, votre pays va disparaître. Quelle solution on trouve? Donc vous voyez, c'est tout ça. Il faut avoir, non, il faut avoir une approche holistique des choses. Par maladie, oui, mais la santé, elle fait partie de cette globalité. Et là, qu'est-ce que ça entraîne, ça, chez les gens? Des dépressions massives, des décompensations psychotiques, des angoisses. On les comprend. Sans compter les discussions politiques qu'il peut y avoir au niveau. Qu'est-ce qu'on fait de ces populations? On va où? On les amène nous, ces gens? On parle de millions de personnes. Le changement climatique, c'est aussi la pollution, c'est les problèmes respiratoires, c'est la modification de la diversité des plantes, donc augmentation massive des allergies. C'est 250 000 morts par an, d'après l'OMS, les modifications du climat. Pourquoi je parle des répercussions sanitaires? Parce que si on veut que... Le problème du changement climatique, c'est que tout le monde soit concerné, les populations. Mais si on leur dit, ouais, la fonte des glaces en Antarctique, ça leur paraît très loin. Si on dit les risques sanitaires, parce que la santé, je vous l'ai dit, c'est une valeur universelle, là, les gens vont dire, oui, c'est important. Et je vais faire quelque chose pour essayer de lutter contre le changement climatique. Donc, c'est important de parler des conséquences sur la santé. Et j'avais dit pendant la COP 21 à Paris, que la santé était le parent pauvre de la COP 21. Ça s'améliore. Il semblerait. En tout cas, d'après ce que vous nous dites. Merci. Merci à vous, Dr Souvag. Merci de nous avoir fait partager votre passion. Un poète dit que rien de grand ne se fait sans passion. Vous en êtes l'absolue démonstration. Et puis je rajouterai quelque chose aussi qui est tiré de l'Ecclésiaste. Quand tu arriveras à la fin de ta vie, retourne-toi et pose-toi la question, qu'as-tu fait de ton talent? Eh bien, vous avez déjà fait beaucoup de choses. Merci à vous. Ravi d'avoir partagé ça avec vous. Merci.